Plusieurs villes marocaines ont été, au cours des dernières heures, le théâtre d'une nouvelle vague de manifestations dirigées par le mouvement de jeunesse connu sous le nom de Gen Z 212. Leurs slogans ne concernaient pas le football ni les stades modernes, mais la santé, l'éducation et la dignité. Les revendications étaient claires. Réformer les systèmes de santé et d'éducation, créer des opportunités d'emploi et tenir responsables les acteurs de la corruption administrative. Des écrans aux rues. De nombreuses questions se posent. Qu'est-ce qui a poussé cette génération à descendre dans la rue? Et comment les autorités ont-elles réagi? Sur le terrain, la situation apparaissait très différente des récits officiels. Dans les quartiers universitaires et les zones populaires périphériques, des pancartes affichaient « Le peuple veut des soins, pas des stades ». La scène reflétait le paradoxe entre les investissements massifs dans les infrastructures sportives et l'effondrement des hôpitaux manquant de matériel médical de base. Les rues bouillonnaient et la réponse sécuritaire fut rapide. Des dizaines de personnes ont été arrêtées à Casablanca et à Rabat, tandis que le gouvernement affirmait que les manifestations étaient non autorisées, alors que les manifestants soutenaient que revendiquer le droit aux soins n'est pas un crime. Pour comprendre la réalité de ce qui se passe au Maroc, suivez ce reportage jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant les notifications pour recevoir toutes les mises à jour. La réalité sociale et économique du Maroc fait l'objet de critiques récurrentes, notamment en matière d'éducation et de santé. Le décès de plusieurs femmes dans un hôpital public à Agadir a été l'étincelle finale, devenant un symbole de l'échec du secteur de la santé. Le mouvement Gen Z 212, né dans l'espace numérique, a utilisé des applications telles que TikTok, Instagram et Discord pour coordonner des manifestations décentralisées sans leadership clair, ce qui a désorienté les autorités et donné au mouvement un caractère moderne et inédit. Parmi les slogans les plus courants, liberté, dignité, justice sociale, santé et éducation avant la Coupe du Monde. Des centaines de jeunes sont descendus dans les rues de Rabat, Casablanca, Agadir, Tanger et Oujda. La plupart étaient des étudiants et des jeunes sans emploi, se rassemblant dans les zones universitaires et les places publiques. À certains endroits, les rassemblements ont dégénéré en affrontements limités, les forces de sécurité utilisant des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Des sources sur le terrain ont signalé des arrestations et des poursuites dans les ruelles. Des témoins oculaires ont signalé la présence de membres des forces de l'ordre en civil parmi les foules. Parallèlement, les autorités ont déclaré agir conformément à la loi et veiller à ne pas provoquer d'escalade. Le gouvernement marocain a publié un communiqué affirmant comprendre les revendications sociales et être prêt au dialogue, tout en insistant sur le fait que les manifestations doivent rester pacifiques et organisées. Une réunion d'urgence de la coalition gouvernementale, incluant les ministres de la Santé et de l'Éducation ainsi que les dirigeants des partis, a été convoquée pour suivre la situation. Parallèlement, des partis politiques et des organisations de défense des droits humains ont appelé à l'ouverture d'enquêtes indépendantes sur tout dépassement sécuritaire et à la garantie du droit constitutionnel à manifester pacifiquement. Les défis du mouvement absence de leadership centralisé. Cela entraîne une dispersion des revendications et rend le mouvement vulnérable aux infiltrations ou aux mauvaises orientations. Approche sécuritaire sévère peut engendrer davantage de tensions et nuire à l'image de l'État auprès de l'opinion publique. Désinformation sur les réseaux sociaux. La circulation rapide de vidéos et d'images facilite la distorsion des faits ou leur exagération. Réponse gouvernementale lente. Si les promesses ne se traduisent pas par des actions concrètes, les jeunes peuvent perdre confiance et s'accroître leur frustration. Continuité. Comment le mouvement peut-il perdurer sans sombrer dans le chaos ou perdre sa nature pacifique? Tentative gouvernementale pour apaiser la rue. Le ministre de la Santé a révoqué plusieurs responsables, dont le directeur d'un hôpital à Agadir. Pourtant, les chiffres restent alarmants. Selon les rapports de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, de 2023, le Maroc ne compte que 7,7 médecins pour 10 000 habitants, tandis que dans certaines villes comme Agadir, le ratio tombe à 4,4, contre la norme internationale de 25 médecins.
Ces chiffres rendent les revendications des jeunes plus réalistes que jamais. Qui sont les manifestants? Ce sont des jeunes nés à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Une génération née connectée à Internet. Ils croient davantage à l'action qu'aux paroles, transformant les hashtags en mouvements de rue. Ils n'attendent pas les communiqués des partis ni les discours des dirigeants, mais créent leur propre langage sur les écrans. Un manifestant a déclaré à la caméra « Protester est notre seul chemin, même si cela nous coûte des arrestations ». Un avenir incertain. Entre la montée du mouvement et la tension dans la rue, l'avenir reste incertain. Le gouvernement répondra-t-il en mettant en œuvre des réformes concrètes pour restaurer la confiance et apaiser les frustrations, ou renforcera-t-il sa poigne sécuritaire? Les slogans « Santé et éducation d'abord » deviendront-ils un projet national inclusif? Ou se perdront-ils dans les tensions politiques et les tentatives de discrédit? Aujourd'hui, le Maroc se trouve à un véritable carrefour. Soit un État qui écoute sa jeunesse et entame une réforme réelle, soit une crise croissante qui pourrait s'ouvrir sur l'inconnu. Au final, la question ne concerne pas seulement ce que veulent les manifestants, mais la direction que prendra le royaume, avec une génération entière qui a décidé de parler de sa propre voix. Les scènes dans les rues marocaines ne sont plus traditionnelles, ni semblables à ce que les gens avaient l'habitude de voir lors des manifestations syndicales ou partisanes. Du cœur du monde virtuel, des voix jeunes ont soudainement émergé sur les places publiques, brandissant leurs téléphones et leurs slogans, réclamant la dignité et la justice. Des visages dans la vingtaine diffusent les moments de protestation en direct, tandis que les cris remplissent les places. Santé, éducation, dignité. Une génération souvent qualifiée d'indifférente enflamme aujourd'hui le plus vaste mouvement de jeunesse que le pays ait connu depuis des années. L'étincelle est née dans l'espace numérique et s'est rapidement transformée en une réalité de terrain secouant aussi bien les grandes villes que les petites. Que veulent ces jeunes? Et comment les autorités réagiront-elles face à une vague de colère qui s'intensifie jour après jour? Est-ce un moment passager ou le début d'une profonde transformation politique et sociale qui pourrait redessiner les contours du nouveau Maroc? Tout a commencé dans le monde numérique. Un hashtag en tête des tendances sur Twitter, une courte vidéo virale sur TikTok et un message mystérieux circulant sur Telegram descendaient dans les rues, le temps du silence est terminé. En quelques heures, les plateformes sont devenues de véritables arènes de colère. Des vidéos et des slogans dénonçant la cherté de la vie et la dégradation des services se sont répandus parmi les adolescents et les étudiants, parfois sur un ton ironique, parfois avec une émotion sincère. Une génération longtemps absente de l'équation politique est soudain devenue le moteur principal. Étudiants, chômeurs, jeunes dans la vingtaine, sans direction, sans communiqué de parti, sans syndicat. Seulement des téléphones reliant des milliers d'individus, créant une scène nouvelle, sans planification ni centre. À la tombée de la nuit, de petits groupes sont sortis à Casablanca, suivis par Rabat, Tanger et Marrakech. La surprise fut générale. Même parmi les participants eux-mêmes, c'était comme si le mur de la peur accumulé pendant des années s'était soudainement effondré. Un jeune homme déclara à un journaliste « Nous n'avons rien planifié, nous avons simplement senti qu'il fallait sortir ». Que cherchent-ils réellement? Leurs slogans étaient simples et clairs. Santé, éducation, dignité. Les prix montent, les opportunités d'emploi diminuent, les hôpitaux sont saturés et les écoles surpeuplées. Tout cela est devenu le carburant d'une colère généralisée. Sur la place des Nations à Tanger, un étudiant cria « Nous ne sommes pas contre l'État, mais contre le fait de mourir en silence ». Cette phrase passa de téléphone en téléphone, devenant le mot d'ordre implicite de tout le mouvement. À Marrakech, des pancartes proclamaient « Stop à la migration forcée, nous voulons un avenir ici ». À Casablanca, un jeune lança « Nous ne sommes pas des chiffres dans les rapports sur le chômage, nous sommes des êtres humains ». Ce qui frappe, c'est que toute l'organisation est née d'Internet. Pas de discours, pas de tracts partisans, mais des vidéos et des directs qui ont transformé chaque téléphone en petit média et chaque jeune en reporter diffusant la scène en temps réel. Nuit après nuit, la vague de protestation s'est étendue.
À Rabat, des centaines ont tenté d'atteindre le Parlement, mais les barrages policiers les ont stoppés. Certains se sont assis à terre en scandant « Ce n'est pas la fin, nous sommes le commencement ». À Casablanca, les marches ont envahi les avenues centrales. Des banderoles réclamant la justice sociale, des enseignants, des médecins et des mères brandissant les photos de leurs enfants sans emploi. À Tanger, les places débordaient de milliers de manifestants contre le chômage et la vie chère. Quant à Marrakech, elle offrait une scène unique, des touristes filmant au milieu de manifestations de jeunes dans des lieux historiques. Une contradiction résumant les deux visages du Maroc, celui du tourisme et celui de la souffrance. Même les petites villes n'ont pas gardé le silence. À Al-Hoceima, Oujda et Kouribga, de petits groupes, mais à la voix puissante, sont descendus dans la rue, prouvant que la colère est désormais générale et non plus géographique. Les autorités ne sont pas restées silencieuses bien longtemps. Dès les 2 premières nuits, des organisations de défense des droits humains ont documenté des dizaines d'arrestations, principalement d'étudiants et de mineurs. À Rabat et à Casablanca, les canons à eau et les matraques ont été utilisés pour disperser les manifestants. À Tanger, les forces de l'ordre ont pourchassé des groupes à travers les ruelles. Mais les caméras étaient plus rapides. Pour chaque téléphone confisqué, 10 autres diffusaient la scène en direct au monde entier. Il est devenu impossible de monopoliser le récit. Et à chaque vague de répression, la sympathie populaire s'élargissait. Le cri d'une mère, voyant son fils emmené, « Rendez-nous nos enfants ». Ils n'ont ni volé ni tué. Un étudiant déclara face à la caméra « Ils nous ont emprisonnés, mais ils ne pourront pas enfermer nos idées ». Pour saisir la profondeur du phénomène, il faut regarder les chiffres. Le chômage des jeunes dépasse 35% et celui des diplômés avoisine 19%. Plus de 12% des citoyens vivent sous le seuil de pauvreté. La dette publique a grimpé à plus de 90% du PIB. Dans certaines régions, il n'y a qu'un médecin pour 1600 habitants. Les classes comptent souvent plus de 50 élèves. Les prix du pain, de l'huile et du carburant ont doublé, tandis que les tarifs de l'électricité ont augmenté à plusieurs reprises. Et tout cela alors que des milliards sont consacrés à la construction des stades du Mondial 2030. Le slogan des manifestations résumait ce paradoxe en une phrase. « Pas de stade, nous voulons des hôpitaux ». Les protestations n'étaient pas un simple mouvement social. Le gouvernement les qualifia d'abord de limités et manipulées par des forces inconnues. Mais elles ont déstabilisé tout le monde. Les partis traditionnels sont restés silencieux. Les syndicats ont hésité, craignant de perdre le contrôle. Les organisations de défense des droits humains ont dénoncé les arrestations, tandis que les médias internationaux ont présenté l'événement comme la révolution de la génération Z marocaine. L'affaire est ainsi passée d'un enjeu interne à un événement politique mondialement observé, soulevant des questions sur l'avenir de la relation entre l'État et sa jeunesse. À la fin du mois de septembre, la tension a atteint son paroxysme. À Casablanca, des manifestants ont bloqué une autoroute pendant plusieurs heures avant l'intervention de la police, qui a arrêté des dizaines de personnes. À Rabat, des arrestations massives ont eu lieu avant même que les protestataires n'atteignent le Parlement. Le parquet a annoncé l'ouverture d'une enquête visant 24 jeunes accusés d'entrave à la circulation, tandis que plusieurs dizaines d'autres ont été libérés sous caution. Dans la soirée du mardi 30 septembre, le gouvernement a publié un communiqué affirmant comprendre les revendications et appelant au dialogue, tout en insistant sur le fait que la réforme demande du temps. Il a également salué ce qu'il a appelé la gestion équilibrée des forces de l'ordre. Les réactions furent partagées. Les organisations de défense des droits humains ont accusé les autorités d'avoir recours à la force, tandis que plusieurs analystes ont estimé que la génération d'Internet avait imposé sa présence dans la rue, sans chef ni structure. Un journal espagnol a commenté « Le Maroc fait face à une révolution sans leader ». Les questions restent ouvertes. Le gouvernement parviendra-t-il à apaiser la colère par des mesures économiques urgentes ou bien une génération entière a-t-elle brisé le mur de la peur pour ne plus jamais revenir en arrière? Dans les cafés et les marchés, les conversations ne portent plus seulement sur les prix, mais sur les manifestations. Même ceux qui n'y ont pas participé suivent désormais les diffusions en direct et expriment discrètement leur soutien. Aucun décès n'a été enregistré jusqu'à présent, mais la blessure morale est profonde.
la tension monte et la rue ne semble pas prête à s'apaiser de sitôt. Le Maroc se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. Soit la vague s'essouffle avec le temps, soit elle se transforme en un séisme politique redéfinissant la relation entre l'État et la société. Une nouvelle génération est descendue dans les rues pour réclamer la dignité, parlant le langage d'Internet et exprimant sa colère à travers des clics rapides qu'on ne peut plus faire taire. Et la question demeure en suspens. Vivons-nous l'aube d'un printemps marocain différé, ou simplement un nuage passager dans un ciel déjà lourd de tempêtes? La colère éclate, des cris s'élèvent, des flammes et de la fumée emplissent les rues, des villes qui ne connaissent pas le sommeil et des jeunes affrontant le silence avec une audace inconnue jusque-là. Ainsi s'est réveillé le Maroc, à l'aube du 1er octobre, sur l'une de ses nuits les plus violentes depuis des années. Une contestation qui avait commencé sur les écrans s'est transformée en affrontement sanglant. Bilan, 2 morts, des centaines de blessés et des centaines de détenus dans les centres de police. Cette nuit-là a été une déclaration claire. La colère virtuelle n'est plus seulement des mots, mais une bataille ouverte entre l'État et sa génération la plus jeune. Les chiffres étaient sévères. Plus de 260 membres des forces de l'ordre blessés, des dizaines de civils et plus de 400 arrestations. De nombreuses villes ont flambé simultanément, des voitures de police incendiées, des institutions attaquées et des commerces pillés. À El Klaïa, près d'Agadir, 2 personnes ont été tuées après l'ouverture du feu pour disperser une tentative d'assaut sur un commissariat. À Oujda, un incident filmé par des caméras où une voiture de police a percuté un jeune homme au milieu du chaos est devenu le nouveau symbole de la contestation. Malgré le sang versé, le mouvement Jeunes Z 212 a publié un communiqué refusant la violence, affirmant que son objectif n'est pas d'affronter les forces de l'ordre, mais de dénoncer les politiques qui privilégient les stades au détriment des hôpitaux et embellissent l'image du pays alors que les besoins fondamentaux s'effondrent. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir au commencement. Le déclencheur est venu d'Internet, de petits groupes sur TikTok, Instagram et Discord, partageant une phrase simple « Des stades pour la Coupe du Monde ». Mais où sont les hôpitaux? Une phrase courte qui a réveillé des milliers de jeunes. L'étincelle est survenue après une tragédie à Agadir, où 8 femmes sont mortes à cause de négligence dans un hôpital public. L'image des mères en deuil devant les portes est rapidement devenue un symbole viral. À ce moment, la nouvelle génération a décidé de sortir. Pas de syndicats, pas de partis, pas de leaders, seulement des téléphones et un cri unique. Dignité d'abord! Rabat, Casablanca, Agadir, Oujda, 4 noms pour un même scénario répété, avec des détails différents. Dans la capitale, les manifestants ont tenté de progresser vers des bâtiments gouvernementaux, mais un cordon sécuritaire dense les en a empêchés. À Casablanca, les ruelles populaires se sont transformées en cortèges, puis en affrontements lorsque les routes ont été bloquées et que les champs ont monté. À Agadir et Inzegan, Aït Meloul, la colère a été plus violente, liée au dossier des hôpitaux qui a déclenché l'étincelle initiale. Les nuits là-bas sont devenues des arènes ouvertes. Sons, sirènes et poursuites dans les rues. Oujda a offert le spectacle le plus tragique, lorsque la poursuite a abouti à la mort d'un jeune sous les roues d'une voiture de police. La contestation s'est étendue des centres aux périphéries, des rues principales aux quartiers marginaux, comme si le pays entier disait d'une seule voix « Assez ». Nuit après nuit, l'affrontement s'intensifiait. Des groupes de manifestants jetaient des pierres et des cocktails Molotov auxquels la police répondait par des gaz lacrymogènes, des jets d'eau et des matraques. Dans certaines zones, lorsque les manifestants s'approchaient des commissariats, des coups de feu ont retenti dans l'air. Les téléphones ne cessaient de diffuser. Chaque scène de violence était instantanément partagée sur TikTok et Instagram et repartagée des milliers de fois. Le récit n'était plus contrôlé par l'autorité. Il est passé entre les mains des jeunes. La nuit du 1er octobre a été le sommet. Les manifestations n'étaient plus de simples protestations sociales, mais une confrontation majeure entre l'État et la génération Internet. Face au sang versé, le gouvernement a réagi rapidement.
Le ministère de l'Intérieur a publié des communiqués successifs affirmant que l'intervention sécuritaire avait été mesurée, tout en reconnaissant le nombre élevé de blessés et d'arrestations. Le gouvernement a également exprimé sa compréhension des revendications, mais a insisté sur le fait que toute action doit rester dans le cadre de la loi. Les partis politiques semblaient perplexes. Certains ont appelé à un dialogue national urgent avec les jeunes, tandis que d'autres ont mis en garde contre le chaos. Quant aux organisations de défense des droits humains, elles ont dénoncé des arrestations arbitraires, avertissant d'un recul grave de la liberté d'expression si de véritables canaux de dialogue n'étaient pas ouverts. Malgré le chaos, les messages étaient clairs. Les jeunes veulent réorganiser les priorités nationales, que des milliards prévus pour les projets de stade soient redirigés vers le soutien des hôpitaux et des écoles, que la corruption soit combattue par des actes concrets et non par des promesses, que la dignité soit au cœur de toutes les politiques d'emploi et d'éducation. Ils veulent un futur viable, pas des communiqués officiels froids justifiant la réalité. Leurs slogans sont les mêmes dans toutes les villes. Nous voulons la dignité, pas des slogans. Ce qui se passe aujourd'hui ne se situe pas en dehors du contexte historique récent. En 2011, le mouvement du 20 février est sorti pour réclamer des réformes et la démocratie. Mais la réponse fut une nouvelle constitution sans véritable changement dans l'équilibre des pouvoirs. En 2016, le Irak du Rif a éclaté dans le nord, réclamant justice et dignité, mais il s'est terminé par une série d'arrestations massives. Aujourd'hui, une nouvelle génération apparaît, qui n'appartient ni aux partis ni aux syndicats, mais à Internet. Une génération qui voit le monde à travers l'écran, qui compare et refuse de rester en marge. C'est un enfant d'une époque différente, qui n'a pas peur de la caméra ni de la censure. Les plateformes sociales sont le cœur battant du mouvement. Le mouvement Gen Z 212 n'a pas de leader clair, mais c'est un vaste réseau de groupes interconnectés sur TikTok, Discord et Instagram. Chaque ville établit son propre calendrier et chaque manifestation est annoncée dans les salles de discussion plusieurs heures avant son déclenchement. Chaque téléphone devient une caméra et une source d'information. Chaque manifestant devient un reporter de terrain, documentant chaque instant. La répression n'effraie plus comme avant, car chaque scène est enregistrée et diffusée dans le monde en quelques minutes. Chaque larme déclenche une nouvelle vague de solidarité, et chaque coup devient un hashtag qui domine les plateformes. Aujourd'hui, les questions surpassent les réponses. L'État répondra-t-il par des réformes concrètes, rétablissant la confiance et apaisant les tensions, ou continuera-t-il à privilégier la répression, ouvrant la voie à un affrontement prolongé? Certains considèrent que ce qui se passe n'est qu'un feu de paille, qui s'éteindra rapidement. Mais d'autres y voient le début d'une nouvelle étape, où il n'est plus possible d'ignorer une génération qui parle un langage différent et possède ses propres outils pour s'exprimer. La nuit du 1er octobre n'était pas simplement un incident de plus dans le registre des protestations. C'était un nouveau chapitre écrit dans le sang, avec pour victimes 2 morts et des centaines de blessés et de détenus. Mais au-delà des chiffres, le plus important est la leçon. Une génération entière a déclaré qu'elle n'a plus peur et que le temps du silence est révolu. Aujourd'hui, le Maroc se trouve à un tournant historique. Soit il écoute ses enfants et leur donne une chance de participer, soit il entre en confrontation avec une génération qui considère la dignité comme le fondement de la vie, et non comme un luxe politique. La question reste suspendue dans l'air. Ce qui s'est passé est-il le début d'un printemps marocain différé, ou une tempête passagère qui masque quelque chose de plus profond et de plus cruel?